Il y a 30 ans, Hyundai était perçu dans le monde comme une petite entreprise coréenne qui fabriquait des voitures bon marché, peu attrayantes et peu fiables. On plaisantait même en disant que le prix de la voiture pouvait être doublé si on la remplissait d'essence. La qualité du produit de cette start-up d'Asie de l'Est était considérée comme très médiocre. À cette époque, de telles blagues reflétaient non seulement la méfiance envers la marque, mais aussi la perception générale de son faible statut sur le marché automobile. Cependant, avec le temps, la situation a radicalement changé. Aujourd'hui, Hyundai occupe une place à part parmi les constructeurs mondiaux, se distinguant par un niveau de qualité élevé et surpassant dans certains indicateurs de nombreux géants comme Ford, Hyundai lui-même ou le groupe Groupetta, ainsi que General Motors. En conséquence, elle est devenue le troisième plus grand fabricant de voitures au niveau mondial, ne devançant que 2 leaders, de gigantesques entreprises internationales dont l'échelle et les ressources échappent à la majorité de ses concurrents. Cette ascension spectaculaire suscite un respect et une admiration constants, car derrière elle se cache non seulement le fruit d'une ingénierie et d'une stratégie marketing, mais surtout l'histoire inoubliable d'un homme qui a tout commencé de zéro. Cet homme est un garçon paysan, initialement rêvant seulement de sortir de la pauvreté. Il a quitté sa maison natale dès sa jeunesse pour partir dans une vie pleine de difficultés, d'échecs et de moments embarrassants. Malgré toutes ces épreuves, il a réussi à créer la plus grande entreprise de Corée du Sud, qui a filmé son succès à travers le monde, conquérant non seulement l'industrie automobile, mais aussi la construction navale et de nombreux autres secteurs. Au final, il est devenu la personne la plus riche de son pays. Ainsi naît l'histoire de la réussite de Hyundai et de son fondateur, Chung Choo-yeon. Chung Choo-yeon est né en 1915 dans un petit village qui se trouve aujourd'hui en Corée du Nord, dans un lieu appelé Tongwon. À cette époque, la Corée était sous le joug lourd de l'occupation coloniale de l'Empire japonais, et la vie dans cette région était dure et sévère. Chung est venu au monde dans une famille très pauvre, car l'économie de la région était en déclin, et les habitants vivaient dans des conditions de restriction et de pauvreté. Sa famille travaillait dur à la ferme pour pouvoir se nourrir et survivre. Ses parents labouraient longtemps et durement, travaillant la terre du lever au coucher du soleil, plantant et récoltant du riz, attendant des animaux, combattant la faim et les difficultés. Malgré tous leurs efforts, leurs revenus suffisaient à peine pour nourrir la famille, et une mauvaise récolte pouvait laisser celle-ci affamée pendant plusieurs mois d'affilée. Chung se demandait souvent « Pourquoi dois-je être simplement un fermier, travailler du matin au soir, juste pour manger un peu? Est-ce que tout ce qui m'attend, c'est cette vie dure et monotone? Rêve-t-il un jour de devenir quelqu'un de plus grand, d'accomplir quelque chose d'important pour changer son avenir ?» Ces pensées hantant souvent le garçon, provoquant découragement et confusion. Il ressentait que ses rêves d'une vie meilleure s'éloignaient de plus en plus et que ses espoirs diminuaient. Au fond de lui, grandissait le désir de sortir de ce cercle infini de pauvreté et de souffrance. Mais tout semblait impossible. Déraillant de sa destinée, il commença à chercher des moyens de changer sa vie. À 16 ans, Chung et son ami prirent une décision audacieuse, fuguer de leur village natal. Ensemble, ils partirent sur la route, parcourant des kilomètres longs et dangereux sur des chemins inconnus, dans l'espoir d'atteindre une ville qui, par la suite, prit le nom de Kawan. Cette ville devint pour eux un nouvel espoir, un endroit où ils espéraient trouver un emploi et une chance pour un avenir meilleur. Rapidement, ils trouvèrent du travail dans le secteur de la construction, réalisant les tâches les plus ardues pour une récompense misérable. Bien que leur revenu fût très modeste, Chung ressentit un soulagement. Il pouvait enfin gagner son propre argent. Cela lui sembla beaucoup plus agréable et important que la vie à la ferme, limitée par les difficultés constantes et la pauvreté. Il sentit que c'était un pas vers la liberté, vers l'indépendance. Mais hélas, en moins de 2 mois, ses parents découvrirent où il se trouvait et le ramenèrent au village. À ce moment-là, il éprouva une déception profonde. Il avait goûté à la liberté, expérimenté combien il était agréable de gagner sa vie par ses propres moyens, et ne voulait pas revenir à l'ancien mode de vie. Cette envie était plus forte que lui, et après cet épisode, il fit 2 autres tentatives de fuite vers Séoul, alors la capitale de la Corée du Sud. Il tenta encore et encore de laisser derrière lui sa destinée de villageois
et de trouver une voie vers une nouvelle vie. Mais il était rapidement retrouvé et ramené, chaque retour devenant pour lui une épreuve de courage. Malgré toutes les difficultés, il ne cessa pas ses efforts pour se libérer des chaînes de la pauvreté et des contraintes, car en lui grandissait une ténacité et une détermination qui, avec le temps, devinrent son principal moteur. Ses rêves d'un futur rempli d'opportunités et d'indépendance étaient si forts qu'il était prêt à surmonter tous les obstacles pour les réaliser. Sur le magnifique sud de la péninsule coréenne vivait un jeune homme qui n'avait fréquenté que l'école secondaire, ayant terminé la 6e classe. Son père, un homme sévère et pragmatique, lui répéta souvent « Ces paroles, pleines d'étonnement et de doutes subtils, semblaient inaccessibles au jeune homme, mais elles n'avaient pas le pouvoir de freiner son désir intérieur de changer quelque chose, son aspiration à un avenir qui paraissait très lointain. Tout cela arriva après que la sécheresse et la mauvaise récolte, par hasard ou par négligence de la nature, frappèrent son village natal. Non seulement ils privèrent les habitants du peu de récolte qu'ils avaient, mais ils leur laissèrent aussi un stock de nourriture insuffisant pour passer un hiver long et rigoureux. Dans une telle situation, pour survivre et en partie réparer la catastrophe qui s'était produite, le jeune homme décida qu'il était temps de partir, de chercher son bonheur et un avenir meilleur. Il prit la décision de faire une 4e tentative, et comme il le croyait, la dernière, pour fuir le village et tenter sa chance en ville. Ainsi, ayant commencé son chemin, il se mit en route vers le changement. Dans la première ville, il rencontra ses premières difficultés et épreuves. Il acceptait tout emploi qui lui tombait sous la main, que ce soit du travail en construction, un poste de réparateur paysan ou un assistant dans une usine de sirop de amidon. Malgré des conditions difficiles et l'absence de garantie de revenus stables, le jeune homme essayait de tenir bon et de ne pas désespérer. Il travaillait dur, accumulant expérience et connaissances, et grâce à son assiduité et son honnêteté, son travail fut apprécié, car chaque mois, il devenait de plus en plus reconnu et respecté parmi ses collègues. Il œuvrait sans se plaindre, remarquant que parfois, le destin lui proposait une offre plus avantageuse. Il fut embauché dans le magasin de riz Bokong, où il devint livreur. Ses tâches consistaient à transporter des sacs de riz à vélo à travers la ville, en livrant aux clients. Et, contrairement aux emplois précédents, celui-ci était assez stable et lui permettait d'obtenir de la nourriture pour le déjeuner et le dîner, ce qui était très important pour tout jeune entrepreneur pauvre. Bien que toute sa carrière ait commencé dans la difficulté, ceux qui l'entouraient remarquèrent rapidement son éthique de travail remarquable et sa volonté de progresser. Ses responsables furent impressionnés par sa responsabilité et son dévouement, et bientôt, le jeune homme surpassa tout le monde dans le magasin. En seulement 6 mois, son travail assidu lui permit d'obtenir une promotion et de devenir comptable dans l'entreprise commerciale, car son sérieux et sa capacité à apprendre rapidement impressionnèrent la direction. Au fil des années, son patron rencontra des problèmes de santé et commença peu à peu à réaliser qu'il ne pouvait plus continuer à faire du commerce. Il fit alors décider de vendre l'affaire, ce qui fut une décision difficile mais correcte. Le nouveau propriétaire fut un jeune élève, le même garçon qui avait su montrer ses qualités optimales au bon moment. À 42 ans, dans ses années mûres et avec une détermination totale, ce jeune entrepreneur devint le nouveau propriétaire du magasin de riz Quote 3, qu'il rebaptisa Quote 4. Bientôt, grâce à sa gestion sage, sa politique tarifaire loyale et son travail acharné, l'entreprise prit un essor rapide. Il attira de nouveaux clients en proposant des prix bas et en accordant une grande attention à la qualité des produits et aux services. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Le bénéfice de l'entreprise augmentait chaque année, et après quelque temps, le magasin de riz Quote 5 devint l'un des meilleurs de la ville en termes de vente et de popularité. Cependant, le bonheur ne dura pas longtemps. Bientôt, la vie de ce jeune homme entreprenant connut des temps difficiles. Le gouvernement de l'administration coloniale japonaise avait instauré un système de distribution du riz afin d'orienter la majeure partie de cette denrée précieuse vers le Japon et d'assurer l'approvisionnement de l'armée du pays dans le conflit avec la Chine. Ces mesures ont été extrêmement difficiles pour les petits commerçants et les entrepreneurs locaux en Corée. Jeune entrepreneur, comme beaucoup de ses collègues, il a été contraint de fermer sa boutique,
car l'activité de vente de riz est devenue impossible. Privé de sa source de revenus, il a dû retourner dans sa maison natale à la campagne, en espérant un avenir meilleur. Ce changement forcé dans sa vie n'a pas anéanti ses rêves. Au contraire, il a renforcé son désir de réussir et de prospérer. Mais il n'a jamais perdu la foi en un avenir brillant. En 1941, il a décidé de repartir en ville pour tenter sa chance dans une nouvelle activité. S'y étant installé, il a dressé une liste de domaines d'activité possibles dans lesquels il pourrait se lancer. Pendant cette période difficile, où les autorités japonaises n'avaient pas encore instauré de restrictions dans de nombreux secteurs, il a recherché les champs d'activité les plus prometteurs pour réaliser ses idées. Parmi eux, il a choisi la réparation de véhicules, un secteur qui, à l'époque, connaissait une demande croissante, car de plus en plus de gens utilisaient des voitures, et un service de maintenance était devenu indispensable. Il a donc opté pour cette branche. Pour concrétiser cette idée, il a contracté un prêt bancaire, loué un garage et, armé de ses investissements, a lancé sa prochaine entreprise, un atelier de réparation qu'il a appelé Quote 6. À cette époque, les frais de réparation automobile en ville étaient très élevés, car la concurrence était presque inexistante sur le marché, et les quelques magasins existants facturaient souvent leurs clients à des prix exorbitants. On peut dire qu'il a rapidement perçu cette opportunité pour se faire une place et bâtir une entreprise à la fois demandée et pratique pour la clientèle. Afin de garantir la qualité de ses services, il a embauché un mécanicien talentueux, un professionnel capable d'effectuer des réparations complexes. Sa stratégie était plutôt simple, proposer les prix les plus bas en ville, tout en veillant à la qualité du travail et à la satisfaction des clients. Cette approche a permis une croissance rapide de l'entreprise, avec l'embauche de nouveaux mécaniciens pour faire face à l'augmentation du nombre de commandes. Mais le destin a voulu le mettre à nouveau à l'épreuve. Quelques mois seulement après l'ouverture, un incendie s'est déclaré dans son atelier. Ce feu a détruit non seulement le bâtiment, mais aussi tous ses outils de travail, pièces détachées et documents, laissant tout en ruine et mettant en danger sa nouvelle entreprise. Ce fut une leçon douloureuse, et le jeune entrepreneur a été à nouveau confronté à l'extrême nécessité de se relever et de repartir de zéro. Concernant le matériel et sa clientèle, cette circonstance liée à l'équipement technique a soudainement confronté Chong à un problème sérieux, qui devint pour lui une véritable épreuve et menaça tout son avenir. Finalement, il s'est retrouvé dans une situation où il a dû se séparer d'une somme d'argent importante, car ses dettes s'accumulaient plus rapidement qu'il ne pouvait l'imaginer, et il ne voyait pas de résultats sous forme de ses propres fonds ou de réalisations notables dans sa carrière. Tout semblait sans issue à ses yeux. Il se retrouvait seul face à son problème, sans perspective claire de sortie. Dans ces conditions, pour lutter contre ses difficultés financières et continuer son activité, il a décidé de contracter un nouveau crédit. Sans s'arrêter en si bon chemin, il a décidé d'ouvrir un nouveau garage de réparation automobile dans un quartier plus animé de la ville, où le flux de voitures était considérablement plus important. C'était une démarche audacieuse, car une telle décision nécessitait non seulement une somme d'argent importante, mais aussi la confiance en ses capacités ainsi qu'une connaissance du marché. Et il n'a pas été déçu. C'est précisément dans ce quartier que son nouveau service de réparation automobile a rapidement commencé à gagner la confiance et à attirer de plus en plus de clients. Le risque a été payant, et en peu de temps, son atelier, nommé Quote 7, est devenu l'un des ateliers automobiles les plus populaires et respectés de tout Séoul. Grâce à des prix accessibles pour la majorité des habitants de la ville, il a réussi à attirer un large public, et chaque mois, son entreprise se développait avec une confiance croissante. En 2 ans, son entreprise a grandi jusqu'à devenir la plus grande et la plus prospère, employant plus de 70 personnes, et Chung se sentait au sommet de sa réussite, profitant des fruits de son travail et de ses compétences. Pourtant, ses projets d'expansion future le préoccupaient visiblement, et il rêvait de rendre son entreprise encore plus grande, plus rentable et plus reconnue. Cependant, en même temps, des événements survenants pouvaient complètement changer son destin et influencer tout son avenir. D'abord, à mesure que la Seconde Guerre mondiale gagnait en puissance à l'horizon mondial, la situation en Corée commençait à se compliquer progressivement.
il devenait de plus en plus évident que le pays était entraîné dans un conflit mondial, et cela aurait inévitablement des répercussions sur l'affaire de Chang. Malheureusement, dès 1942, la Seconde Guerre mondiale avait atteint son apogée, et le gouvernement d'occupation japonais, qui contrôlait la péninsule coréenne, a décidé de nationaliser certaines entreprises, y compris son atelier. Dans le cadre de leurs efforts militaires, les autorités japonaises ont pris le contrôle complet de son atelier automobile et l'ont fusionné avec une aciérie, ce qui faisait partie de leurs vastes opérations militaires. Ces mesures signalaient non seulement la perte de son affaire, mais lui ont aussi fait réaliser la nécessité de revoir ses plans. Parallèlement, à Séoul, au cœur de la Corée du Sud, les tensions politiques et sociales liées à la guerre montaient. La population locale, fatiguée des privations et de l'incertitude, a commencé à ressentir un profond mécontentement. En ces temps difficiles, après avoir perdu son atelier et tous ses espoirs pour l'avenir, Chang a été contraint de retourner dans sa maison natale à la campagne. Cette étape a été pour lui un coup psychologique dur, car tout ce qu'il avait si soigneusement construit s'est effondré en un instant. Malgré toutes ces pertes, il a réussi à économiser une petite somme d'argent, 50 000 yens, ce qui était une somme considérable à l'époque, et, avec une énergie renouvelée, il a commencé à attendre la prochaine étape de sa vie. Il espérait qu'en dépit de la perte de son entreprise, il pourrait tout recommencer et réussir dans un nouveau domaine ou dans un secteur proche de celui dans lequel il travaillait auparavant. Et bien que, au début, tout semblait sans issue, il était rempli de détermination et de persévérance, car sa foi en un avenir meilleur et son désir de changer son destin ne le quittaient pas. Une précision petite mais importante. Cette nouvelle démarche, ces projets qu'il a cultivés en lui durant ces années difficiles, ont finalement complètement changé sa vie. Il ne soupçonnait pas alors que devant lui se préparait quelque chose de très significatif et de capital pour sa destinée, capable de bouleverser tout ce qu'il avait construit jusque-là. Tout cela prenait peu à peu de l'ampleur et devenait une partie de son histoire. Avant de passer au chapitre suivant de cette narration, je tiens à vous partager quelque chose d'important et d'utile. Bien que beaucoup d'entre vous soient de véritables experts dans le domaine automobile, pour être honnête, comme moi-même, lorsque vient le moment de chercher des cadeaux pour sa moitié, j'ai souvent des difficultés. C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter une chose très intéressante et utile, qui m'est récemment apparue et qui, j'en suis sûre, pourrait être un excellent cadeau pour une amie chère. Ce gadget s'appelle Foro Bear, un appareil à micro-courant pour l'entretien de la peau du visage. Simple et clair pour vous, c'est un mini-dispositif permettant de faire un lifting à domicile et de prendre soin de la peau du visage, comme si vous fréquentiez un institut de beauté. Et oui, c'est précisément le type de cadeau qui saura susciter un sourire et aider à paraître plus jeune. C'est ainsi que je décrirais son efficacité. Ne me croyez pas sur parole. Des études cliniques montrent qu'en seulement une semaine d'utilisation régulière, 95% des utilisateurs constatent une amélioration remarquable de leur peau, réduction des rides et augmentation de la fermeté. Afin de faciliter votre choix et de faire plaisir pour une fête ou un anniversaire, j'ai décidé de collaborer avec la société Foreo, qui a créé cet appareil, pour le vous présenter. Cette société suédoise est connue pour son approche innovante dans le domaine de la beauté et de la santé, et ses produits sont largement reconnus dans le monde pour leur efficacité et leur qualité. Parmi leur gamme, il existe de nombreux produits, mais selon moi, Foreo Bear est la meilleure manière d'exprimer sa gratitude et son souci pour sa propre copine ou épouse grâce à un cadeau alliant technologie moderne et soin de la beauté. Si vous ne voulez pas manquer l'occasion de lui offrir quelque chose de vraiment utile et éclatant pour qu'elle sourie et sente votre attention, je vous conseille de suivre le lien ci-dessous. Cela vous aidera à faire plaisir et à laisser un souvenir chaleureux. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin, une nouvelle époque s'ouvrit pour la Corée, celle de sa libération du joug japonais. Le pays retrouva son indépendance, et à ce moment historique débuta une nouvelle étape dans la vie de Chang et de son entreprise. En 1946, après la fin de la guerre, il rouvrit à nouveau son atelier automobile, qui porta le nom de Hyundai Auto Service Center. Ce nom n'était pas choisi au hasard. Le mot Hyundai signifiait « moderne » en coréen,
reflétant son désir de rester à la pointe du progrès et d'offrir des services et des technologies de pointe. Il décida de repartir de zéro, en ciblant d'abord le marché initial, principalement avec des voitures japonaises, qui constituaient encore longtemps la majeure partie du parc automobile du pays. Le début fut difficile, compte tenu des destructions et des changements, mais grâce à son travail acharné, ses compétences et sa persévérance, il parvint à faire renaître son affaire et peut-être même à lancer de nouveaux projets prometteurs. Son obstination et sa foi en un avenir meilleur l'aidèrent à surmonter les difficultés de cette période difficile et à redevenir l'un de ceux qui contribuaient au développement du service automobile en Corée d'après-guerre. Au début de son parcours, Chung avait commencé avec un petit camion destiné aux besoins militaires, et d'ici la fin de la même année, son entreprise s'était considérablement développée. Son réseau de travailleurs avait presque triplé, passant de 30 employés principaux à 80. Ce succès fut pour lui une véritable confirmation que ses efforts n'avaient pas été vains et qu'il pouvait à nouveau bâtir une affaire qui commença à générer un revenu stable. Grâce à cela, il put enfin travailler en paix, sans interruption constante de la part du gouvernement japonais. À cette époque, la famille de Chung s'était déjà installée dans un nouveau pays, la Corée du Sud, récemment créée, où tous participaient activement à son entreprise. Chacun d'eux trouva un rôle, aidant à réaliser leur rêve commun d'un avenir meilleur. Pendant ce temps, Chung continuait à passer des commandes pour des services de réparation automobile, revendiquant un montant d'environ 300 ou 400 000 won pour la réparation de véhicules. Mais il observait de plus en plus souvent comment des compagnies plus grandes touchaient plusieurs millions de won pour un seul contrat. Il ne pouvait s'empêcher d'être étonné de voir quelqu'un gagner autant d'argent sur un seul projet, car pour lui, cette somme était colossale, et il commença à réfléchir à comment atteindre de tels profits. C'est pourquoi, en 1947, il fonda une société de construction, Hyundai Construction. Au début, cette entreprise rencontra de grandes difficultés. Elle n'avait presque rien à offrir pour assurer une stabilité. Elle construisait des casernes pour l'armée américaine, érigeait des structures auxiliaires et réparait des bâtiments. Tout était très difficile, et les revenus ne couvraient à peine les besoins courants. Cependant, vers 1950, la situation commença à s'améliorer sensiblement, et Hyundai montra des signes de progrès significatifs. Tout a changé lorsque la Corée du Nord a lancé une attaque agressive à grande échelle contre le sud du pays. Cet événement a contraint Chung à abandonner son entreprise et à s'évacuer vers la ville portuaire de Busan. À l'époque, lui et son frère n'avaient pas un sou en poche. Ils se retrouvaient dans une situation désespérée, dépourvus de moyens et de soutien. Ils erraient alors dans différents endroits, trouvant du travail dans diverses maisons d'édition et distribuant des journaux aux citoyens locaux. Ils marchaient en première ligne, apportant des nouvelles, comme un dernier espoir, que les forces de l'ONU venaient à leur secours, qu'elles libéreraient leur pays. Dans cette atmosphère de peur, les gens craignaient non seulement l'ennemi, mais aussi que le pouvoir nord-coréen et les leaders du parti puissent détruire tout ce qu'ils avaient. Un jour, lors de leur déplacement, Chung tomba sur une annonce d'emploi publiée par l'armée américaine. À ce moment-là, les forces américaines avaient un besoin urgent de spécialistes locaux en construction, et il décida immédiatement d'offrir ses services. Sans tarder, il commença la construction de casernes pour des milliers de soldats américains engagés dans la guerre. Son travail fut rapidement remarqué par l'équipe militaire américaine, et une collaboration fructueuse s'établit entre eux. Par la suite, il mobilisa ses équipes pour réaliser des projets plus importants, comme la rénovation du quartier américain en Corée du Sud et même la construction d'un logement pour le président américain lors de ses visites. Cette démarche s'avéra brillante, car après la fin de la guerre de Corée, l'entreprise de Chung occupait une position de leader dans l'exécution de presque toutes les commandes du service militaire des États-Unis. Parallèlement, l'économie sud-coréenne laissait à désirer. Le pays figurait parmi les plus pauvres d'Asie, devançant même la Corée du Nord en termes de développement. Dans un contexte où la situation intérieure du pays ne permettait pas un développement stable, Chung, qui vivait alors en ville, savait qu'il devait chercher de nouvelles voies et opportunités. C'est précisément durant cette période difficile qu'il prit conscience de combien ces entreprises pouvaient jouer un rôle crucial et devenir la base d'un renouveau futur du pays.
Le gouvernement sud-coréen de l'époque consacrait des milliards de dollars à soutenir les travaux de reconstruction et au développement économique du pays. Ces investissements visaient à aider la nation à surmonter les conséquences des destructions de la guerre et à poser les fondations d'un avenir prospère. Dans ces conditions, une opportunité unique se présenta pour ceux qui étaient assez courageux et visionnaires pour la saisir. Sur ce fond, Chang vit une occasion et, par sa capacité à faire preuve d'activité commerciale et d'initiative, réussit à décrocher le contrat pour réaliser le plus grand projet de l'époque, la reconstruction du célèbre pont de Goryeo. Ce projet important fut obtenu en 1959, semblant marquer le début d'une nouvelle ère pour son entreprise et pour tout le pays. Cependant, malgré l'attrait du projet et ses perspectives, sa réalisation s'avéra bien différente de ce qu'il en imaginait. L'agent Chang était encore très jeune et inexpérimenté. Il ne possédait pas encore le niveau de connaissances nécessaire pour gérer une entreprise de construction aussi importante. Il ne disposait pas d'équipements spécialisés, de normes strictes en matière de sécurité ou de guides pour la gestion des ressources. En conséquence, de graves difficultés surgirent. Les travaux progressaient lentement. Des accidents mortels survenaient parmi les ouvriers. Et en raison d'une organisation défaillante et d'un manque d'expérience, l'avancement était très faible. Tout cela conduisit à un retard dans le projet, et l'exécution des travaux se compliqua. Rapidement, l'enthousiasme fut remplacé par l'inquiétude. Des accidents sur le chantier se produisaient, et l'inflation éroda peu à peu ses revenus, car les paiements étaient fixés à l'avance, et la hausse des prix réduisait la vraie rentabilité. Chang comprit vite qu'il lui restait peu d'argent, et qu'il était nécessaire de contracter de nouveaux crédits pour continuer à financer le chantier. Ses frères, conscients de la gravité de la situation, vendirent leurs biens personnels pour aider à payer les factures et les salaires des ouvriers. Malgré cela, la famille ne se laissa pas décourager, et la construction continua. Ils tinrent bon coûte que coûte, sans arrêter les travaux jusqu'à ce que le pont fût entièrement terminé. Cependant, à ce moment-là, leur situation financière se détériora brusquement. La famille se retrouva endettée, et tous leurs investissements dans le projet se soldèrent par de lourdes pertes. En conséquence, non seulement ils perdirent une grande partie de leurs économies, mais ils éprouvèrent aussi de la honte face à la défaite, surtout face à la compétition, qui remporta les mêmes contrats et leur enseigna une lutte acharnée. Beaucoup pourraient penser qu'une personne ayant fini seulement la 6e année d'études n'aurait aucune idée de ce qu'est l'inflation et comment elle influence le commerce. Dans ce cas, Chang était considéré comme un « imbécile » qui ne comprenait rien à l'économie ni aux conditions complexes du marché et pouvait légitimement mériter ce destin. Il ne comprenait même pas que pour des projets de construction à long terme, il était essentiel de signer des contrats de paiement échelonnés, appelés contrats de location ou de paiement fractionné. Peu après, voyant son frère vivre dans la pauvreté, sans logement fixe, forcé de vagabonder dans de petites cabanes, Chang ressentit une vive tension intérieure et une profonde culpabilité face aux souffrances familiales. Il jura qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne réussirait pas, qu'il construirait un avenir digne pour sa famille et qu'il dépasserait tous ses concurrents en créant la plus grande entreprise du pays. Il se souvenait de ses échecs et comprenait que leur cause résidait dans un manque d'expérience, ce dont il était convaincu et conscient. Il considérait ses erreurs comme une leçon précieuse et coûteuse, qui l'aidait à comprendre qu'il était impossible de réussir sans connaissance ni compétence. Le temps passa, et même si la reconstruction du pont fut un échec total et causa de nombreuses déceptions, cette défaite devint pour son entreprise une sorte de tournant. L'affaire de Chang commença à évoluer petit à petit, lui conférant de nouveaux avantages qui semblaient auparavant inaccessibles. Par exemple, sa société a obtenu une haute cote de crédit de la part du ministère de l'Intérieur, ce qui a grandement facilité la procédure d'obtention de prêts. Ce facteur lui permettait d'accélérer ses activités, d'investir dans de nouvelles technologies et équipements. Grâce à une coopération établie avec l'armée américaine, Chang pouvait acquérir directement le matériel nécessaire auprès d'eux, ce qui constituait un avantage considérable. À cette époque, la majorité de ces équipements spécialisés appartenaient à l'État ou étaient interdites d'importation par des entreprises privées, car considérés comme stratégiquement importants pour la sécurité nationale. Ainsi, la possibilité d'acheter directement auprès des militaires américains
donnait à son entreprise un avantage significatif, permettant de réduire considérablement les coûts d'achat. Ces conditions conféraient à Hyundai une compétitivité presque sans précédent. La société pouvait proposer des prix beaucoup plus bas que ses concurrents et remportait de nombreux appels d'offres pour la reconstruction de routes, ponts, digues et bâtiments à travers la Corée. En conséquence, Hyundai s'est rapidement transformée en l'une des entreprises les plus dynamiques du pays. Progressivement, elle est devenue un leader dans le secteur de la construction, attirant de grandes commandes publiques et élargissant son portefeuille de projets. Cependant, la jeunesse et le succès n'ont pas arrêté Chang. Il ne s'est pas limité au marché intérieur. Il voulait aller plus loin et faire connaître son entreprise à l'échelle internationale. Bientôt, il est devenu le premier entrepreneur de son pays à participer à des appels d'offres pour des constructions à l'étranger. Son entreprise a compétité activement avec de grandes sociétés étrangères et elle a rapidement réussi à décrocher des contrats pour des projets d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, notamment la création d'un grand port industriel en Arabie Saoudite et la construction d'un chantier naval, ainsi qu'une usine de réparation à Bahreïn. Ces projets d'envergure ont marqué la transition de Hyundai d'une entreprise en difficulté à un conglomérat industriel international qui, en à peine 2 décennies, a su trouver sa place sur le marché mondial. En fin de compte, sa persévérance et sa détermination ont permis de réaliser le rêve, faire de son entreprise la plus grande en Corée du Sud, ce qui a été atteint en 1960. Cependant, si l'on regarde l'histoire de plus près, il devient clair qu'une croissance et un développement aussi ambitieux n'auraient pas été possibles sans un soutien substantiel de l'État. À cette époque, d'importants conglomérats familiaux comme Hyundai et d'autres sociétés similaires pouvaient compter sur un traitement privilégié de la part du gouvernement, qui leur apportait divers soutiens, subventions financières, garanties de prêts et parfois même des avantages fiscaux si nécessaire. Tout cela visait à accélérer leur expansion et à diversifier leurs activités. Ces conglomérats familiaux, qui sont devenus par la suite de grandes corporations, sont devenus les principaux moteurs du développement économique de la Corée du Sud, car leurs activités ont contribué à transformer le pays en une nation hautement développée et moderne. Il est remarquable que cette relation favorable de l'État n'ait pas été fortuite. Leur obtention n'était pas un cadeau. La star qui brillait de mille feux face au succès des dirigeants de ces entreprises familiales fut précisément Chung Ju-young. Il travaillait incroyablement dur, faisant preuve de persévérance et de détermination, qui à l'époque devint une véritable force motrice pour Hyundai. Son aspiration à ne connaître aucune défaite et à ne pas s'arrêter en chemin est devenue cet élan que l'État voulait voir dans le secteur industriel pour un progrès économique rapide. Convaincu de ses idées et sans craindre de prendre des risques, Chung a rassemblé dans sa vision de nombreux domaines d'activité, la construction navale, les magasins en réseau, l'électronique et même les institutions financières. Mais parmi la multitude d'entreprises et de secteurs qu'il considérait, il y en avait un qu'il estimait non seulement beaucoup, mais vers lequel il revenait toujours comme vers un projet particulier. C'était l'industrie automobile. Ce secteur occupait une place spéciale dans le cœur de l'entrepreneur, car c'est lui qui l'avait créé au début de sa carrière, mais qu'il avait perdu pendant la guerre. Revenant à cette sphère, il décida à nouveau de faire de la production automobile une partie de son destin. Tout comme le passé laissait derrière lui des traces, après le conflit et les difficultés liées à la guerre, Chang ne pouvait pas oublier qu'il avait commencé précisément dans l'industrie automobile. Cette branche devint pour lui une passion insatiable. Elle était comme un fil liant son passé et son avenir, symbole de sa ténacité et de son ambition. Le temps passa, et durant cette période, le gouvernement coréen élabora une nouvelle politique qui bouleversa radicalement les règles du jeu dans l'industrie automobile du pays. Selon ces changements, les fabricants étrangers ne pouvaient plus opérer en Corée sans créer de co-entreprises avec des entreprises locales. L'objectif principal de cette initiative était d'améliorer le niveau technologique et de perfectionner les lignes de production, car à cette époque, le pays manquait de ressources suffisantes et de technologies modernes pour fabriquer lui-même des véhicules aux normes internationales. Suite à cette décision, Chang décida de revenir dans l'industrie automobile et en 1967, il fonda Hyundai Motor. Ce fut une étape importante dans sa carrière
et un retour stratégique à son projet initial, perdu lors de la guerre, mais aussi une nouvelle étape dans le développement et le renforcement de l'économie nationale. Ainsi, malgré toutes les difficultés et les échecs du passé, sa foi et sa vision stratégique lui ont permis d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de l'automobile sud-coréenne, ouvrant la voie non seulement à sa propre entreprise, mais aussi à celle du pays dans son ensemble. Au début de son histoire, Hyundai a conclu un contrat avec Ford Motor Company, prévoyant l'utilisation de leurs voitures selon une licence. Peu de temps après, en moins de 6 mois, une grande usine a été construite à Ulsan, destinée à la production de voitures par ligne d'assemblage. La construction avançait rapidement et sans retard majeur, et la première voiture produite sur place, la Hyundai Cortina, est sortie du convoyeur. Cette voiture n'était en rien différente du modèle classique Ford Cortina, qui était considéré comme une voiture populaire auprès du grand public au Royaume-Uni. Et bien que ce modèle ait rencontré un immense succès en Europe, la situation était tout autre en Corée. Là, face à des conditions routières beaucoup plus difficiles et une infrastructure dégradée, la voiture n'a pas répondu aux attentes. Dans la plupart des régions, il était impossible de l'utiliser, car les routes n'étaient pas adaptées à ce type de véhicule. En conséquence, la Hyundai Cortina est devenue la cible de moqueries, et la demande pour elle a chuté à tel point que les clients ont commencé à demander des remboursements, et des rumeurs ont circulé dans tout le pays selon lesquelles la société vendait des voitures de mauvaise qualité, inaptes à la conduite. En septembre 1969, la même usine Hyundai a été confrontée à une calamité naturelle, une inondation dévastatrice. 4 pieds d'eau de pluie ont inondé presque tout l'équipement et les pièces détachées, et à l'intérieur de l'usine, des carcasses de voitures sans défense dérivaient dans les ateliers, y compris les premiers Cortina, qui avaient été rejetés au sol à cause de l'inondation. Cet incident a gravement porté atteinte à la réputation de la société. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Hyundai vendait des voitures remplies d'eau, ce qui dissuadait encore plus les acheteurs et aggravait la situation financière de l'entreprise, la poussant pratiquement au bord de la faillite. Cependant, malgré toutes ces mésaventures, Chang, le dirigeant de la société, est resté ferme et confiant en ses capacités. Quand quelqu'un lui disait qu'il était temps de fermer l'entreprise, il répondait catégoriquement, quote, 15. Selon lui, toute crise n'est qu'une épreuve temporaire, et la véritable force réside dans la persévérance et la détermination de continuer à travailler et à surmonter les difficultés. Il affirmait que si quelque chose était lancé, le succès finirait par suivre. Même lorsque tout semblait désespéré et que la situation était sans issue, il se persuadait lui-même et à son équipe qu'il ferait tout pour sortir de cette impasse. Il croyait en sa mission, et c'est pourquoi, en reprenant le travail, lui et son équipe ont continué à lancer de nouvelles voitures pendant plusieurs années. Peu à peu, à mesure que les conditions routières et l'infrastructure dans le pays s'amélioraient, la Hyundai Cortina a lentement reconquis ses positions. Ses ventes augmentaient et sa popularité en Corée du Sud ne cessait de croître. Peu de temps après, un nouveau modèle Ford, spécialement conçu pour Hyundai, apparut à l'horizon, et l'usine de Ulsan commença à s'étendre pour accueillir plus d'équipements et augmenter le volume de production. Mais c'est à ce moment que commencèrent les premières difficultés avec le partenariat. Le géant américain Ford refusa d'autoriser Hyundai à exporter le modèle Cortina à l'étranger, arguant que leur accord était strictement réservé au marché intérieur coréen et qu'il n'envisageait pas d'entrer sur les marchés internationaux. De plus, Ford refusa de faire des compromis concernant la répartition des bénéfices, car il ne voulait pas partager en priorité leur développement technologique, la structure de la ligne de production et les caractéristiques techniques du modèle. Aux yeux de Chung, il s'agissait d'une stratégie évidente. La multinationale américaine avait pour objectif non pas simplement de collaborer, mais de s'accaparer entièrement le marché coréen, en utilisant Hyundai comme un fournisseur bon marché pour réaliser ses intérêts. Dans ses mémoires, Chung écrivit « Quote-bas, 16-bas ». Il avait raison de craindre cela. En 2074, il mit fin au contrat avec Ford et décida de créer lui-même un nouveau modèle, en se conformant entièrement à ses propres conditions et principes. À l'époque, il ne se doutait même pas que ces démarches changeraient à jamais l'identité de l'industrie automobile coréenne, la transformant en l'industrie que nous connaissons aujourd'hui.
Après la rupture avec Ford, Chang conclut immédiatement un accord avec la société japonaise Mitsubishi pour utiliser conjointement ses moteurs et ses essieux arrière dans ses voitures. De plus, il embaucha une équipe d'ingénieurs européens talentueux pour développer un nouveau modèle destiné à faire une percée sur le marché. Une voiture compacte et robuste pour le tout-terrain, coûtant environ 5 900 $. Cette voiture fut baptisée Hyundai Pony, et dès sa sortie, elle devint un véritable succès en Corée du Sud. Elle devint la première voiture produite en masse dans le pays, et son succès fut si grand que, pour chaque 10 voitures vendues en Corée, une était un pony. Beaucoup de Sud-Coréens choisirent justement ce modèle, car il combinait accessibilité et fiabilité, dépassant toutes les attentes. Profitant de cette réussite, Chang et son équipe commencèrent à étendre la production du nouveau modèle et à s'ouvrir au marché mondial. En quelques années seulement, le Pony fut vendu avec succès à l'étranger, devenant même populaire au Canada, où il se positionna parmi les best-sellers. Cependant, malgré ce grand succès commercial, ce modèle ne parvint pas à conquérir l'un des plus grands marchés mondiaux, les États-Unis. La raison en était que le Hyundai Pony ne respectait pas les normes fédérales d'émissions polluantes établies par la loi américaine et ne pouvait donc pas être officiellement commercialisé là-bas. Mais Chung ne comptait pas abandonner. Il faisait partie de ces dirigeants qui croyaient en leurs forces et en leur potentiel, et il se concentra à nouveau sur le développement d'une nouvelle voiture pour le marché américain. En 1985, un tout nouveau modèle fut présenté, la Hyundai Excel. Ce modèle passa avec succès toutes les vérifications et normes requises aux États-Unis, ce qui permit à l'entreprise, pour la première fois, d'entrer sur le marché automobile américain. Par ailleurs, le prix de la Hyundai Excel était étonnamment bas, seulement environ 4 950 $, ce qui représentait environ la moitié du prix d'une voiture neuve selon les critères de l'époque. Dès la première année après sa sortie, ce modèle rencontra un succès incroyable. Hyundai put vendre aux États-Unis pas moins de 168 000 exemplaires. Ainsi, commença une nouvelle étape dans l'histoire de l'entreprise, lorsque grâce à la persévérance de Chang et de son équipe, même les obstacles les plus difficiles furent surmontés, et Hyundai devint une marque reconnue et respectée, non seulement en Corée du Sud, mais aussi à l'étranger. Alors qu'un seul marché, représentant une petite partie de l'industrie automobile mondiale, atteignait déjà des succès considérables, il y avait dans le monde entier environ 1 million de voitures produites par Hyundai, une véritable percée pour l'industrie automobile sud-coréenne. Ce succès permit au géant automobile sud-coréen de s'affirmer définitivement et de prendre sa place parmi les plus grands fabricants automobiles du monde. Toutefois, malgré les réalisations notables, il ne fallait pas croire que toutes les tâches avaient été entièrement accomplies. Selon la vision du fondateur, Chang, et de son équipe, Hyundai devait devenir une marque associée avant tout à la qualité, à la fiabilité et à l'innovation. Hélas, la réalité fut différente. Les voitures de la marque étaient encore en retard en termes de qualité et de durabilité par rapport aux concurrents, ce qui nuisait à leur réputation auprès du public. Les gens les percevaient principalement comme des voitures coréennes bon marché, dépourvues de caractéristiques remarquables ou de technologies avancées. Les pannes fréquentes nécessitaient des réparations constantes, ce qui renforçait l'image d'une technique peu coûteuse et de faible qualité. Et, pour cette raison, la marque commença à acquérir une réputation négative. Les ventes commencèrent à diminuer progressivement, et Hyundai devint bientôt un sujet de moquerie dans la plupart des ressources américaines spécialisées, voire, dans certains cas, une cible de raillerie. Certains se moquaient du nom de la société, plaisantant en disant qu'il signifiait « N'espère pas, la production sud-coréenne, nul !» ce qui témoignait d'un manque de confiance et de respect envers la marque de la part des consommateurs. Conscients de l'ampleur du problème, Chang et son équipe travaillèrent dur pour changer la situation. Bientôt, ils ont commencé à faire appel aux ingénieurs et spécialistes les plus talentueux afin de développer leurs propres moteurs et pièces automobiles, afin de réduire leur dépendance envers les fournisseurs étrangers et d'améliorer la qualité de leurs produits. Au XIXe siècle, leurs efforts ont commencé à porter leurs premiers fruits. De nouveaux modèles sont apparus, comme la Hyundai Accent, la Sonata et l'Elantra. Initialement, ces voitures connaissaient des difficultés à gagner en popularité. Les ventes étaient faibles
et il était évident qu'elle manquait des fonctionnalités avancées proposées par leurs concurrents. Cependant, avec le temps, en s'améliorant, ces modèles ont commencé à adopter de nouvelles technologies et à perfectionner leur design, ce qui a entraîné une augmentation de la demande. Progressivement, ils sont devenus plus compétitifs et ont pu occuper une place respectable sur le marché. Finalement, Hyundai a pris une décision stratégique qui a changé le cours de l'histoire de l'entreprise. En 1991, elle a acquis une participation majoritaire dans une grande société sud-coréenne, Kia Motors, ce qui a marqué la création d'une joint venture et la fusion des efforts des deux grandes marques. Cette alliance est devenue une étape nouvelle dans le développement de l'industrie automobile sud-coréenne, car en investissant ensemble, ils ont presque entièrement restructuré leur processus de production, en mettant un accent particulier sur la qualité, le design et les aspects technologiques de leurs véhicules. Grâce à d'importants investissements et à leur persévérance, d'ici 2014, Hyundai a atteint l'impossible. Elle a réussi à obtenir un résultat commun avec Honda en termes de niveau initial de qualité de produit, se plaçant à la deuxième place après Toyota. Ce fut une véritable avancée, prouvant qu'ils avaient réussi à surmonter plusieurs défauts passés et à élever les standards. Malgré ce succès, Hyundai tentait encore de se débarrasser complètement de l'étiquette de marque à mauvaise réputation, accrochée depuis longtemps. À une époque où la marque était déjà considérée comme l'une des plus prometteuses, l'entreprise a imaginé une astuce destinée à prouver définitivement sa fiabilité et sa qualité. Elle a annoncé la mise en place d'une garantie unique, valable 10 ans ou 100 000 miles, soit environ 160 000 km, pour tous ces véhicules vendus aux États-Unis. Cette décision démontrait de façon convaincante aux consommateurs que Hyundai croyait en ses produits et était prête à assumer la responsabilité de leur qualité pendant de nombreuses années. Grâce à cette confiance, les ventes de Hyundai ont commencé à augmenter rapidement, faisant de la marque l'une des plus reconnues et respectées du XXIe siècle. Sur le parcours de Chang, il y eut maintes difficultés et obstacles, mais il n'a pas abandonné. Au contraire, il a consacré ses dernières années à la philanthropie et aux affaires publiques, notamment en participant aux élections présidentielles et en tentant de redonner à son pays sa puissance économique. En fin de compte, peu avant sa mort en 2001, il a transmis la gestion de l'entreprise à ses fils, préparant ainsi le terrain pour le développement futur du business. Son expérience et ses erreurs sont devenues des leçons inestimables. Ce sont justement les échecs, et non seulement les succès, qui permettent de tirer des connaissances essentielles. Nous ne devons pas seulement nous rappeler de nos victoires, car celles-ci suscitent souvent la fierté. Il est bien plus important de se souvenir de nos pertes et de nos échecs, car ceux qui oublient leurs erreurs sont condamnés à les répéter encore et encore. À ce jour, Hyundai Motor Group a dépassé le volume des ventes de General Motors, devenant ainsi le troisième plus grand constructeur automobile au monde, après Toyota et Volkswagen Group. La société occupe une position de leader dans le domaine des véhicules électriques, ce qui confirme son statut de pionnier dans l'industrie automobile moderne. C'est l'histoire d'un garçon pauvre, vivant dans les montagnes de Corée du Sud, qui a réussi à bâtir l'une des entreprises les plus puissantes et modernes au monde. Hyundai est un exemple de détermination, de travail acharné et de foi en ses propres capacités. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de succès.